la paroi nord de l'Eiger, devant des milliers d'yeux angoissés, vient d'être le théâtre d'un nouveau drame. 4 grimpeurs sont en perdition. Des volontaires de 5 nations viennent à leur aide en passant par la route normale du sommet. Au télescope et grâce aux liaisons radio, on suit le développement de l'action à laquelle prennent part des avions, petits comme des mouches, le long de la paroi abrupte. Sur l'arête étroite, les sauveteurs se rassemblent. Cet extrait du ciné-journal suisse du 16 août 1957 donne le ton. L'histoire que je vais vous conter est à la fois un drame et un exploit. En 1957, pour la première fois, des sauveteurs parvenaient à extraire un homme vivant de la terrible paroi nord de l'Eiger. Cette opération de sauvetage est la plus importante jamais réalisée dans les Alpes jusqu'alors. Mais le rescapé, l'Italien Claudio Corti, n'avait pas entrepris seul cette périlleuse ascension et ses compagnons eurent moins de chance que lui. Cet épisode dramatique de l'alpinisme du XXe siècle a tenu en haleine des centaines de milliers de lecteurs et d'auditeurs en Suisse et dans le monde. Son dénouement doux amer a suscité des controverses pendant de nombreuses années. Entre héroïsme et perfidie, entre solidarité et rivalité, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de 1001 archives, le drame de l'Eiger. 1001 archives, le podcast qui vous raconte le passé comme si vous y étiez. 1001 archives, un podcast proposé par les archives de la RTS avec la collaboration de la Cinémathèque suisse. Comment expliquer le pouvoir évocateur de l'Eiger ? Ni particulièrement belle, ni particulièrement haute, cette montagne est pourtant devenue un objet de fascination, un terrain propice aux mythes alimentés pendant des années par des expéditions héroïques, des sauvetages épiques et de nombreux drames inutiles. C'est à sa face nord que l'Eiger doit sa renommée, depuis qu'une nouvelle génération d'alpinistes plus intrépides ou inconscients que leurs aînés, c'est selon, a décidé d'en faire l'un de ses terrains de jeu favoris. C'était au milieu des années 1930. Considéré alors comme l'un des derniers problèmes des Alpes, l'ascension de la face nord de l'Eiger attire de nombreux jeunes Allemands et Autrichiens prêts à tout pour être les premiers à gravir cette sombre paroi. Encouragés par le Führer en personne qui leur promet la gloire et une médaille olympique, ils sont nombreux à se presser à Grindelwald pour tenter d'atteindre le sommet sous le regard des curieux venus suivre leurs exploits depuis les télescopes des terrasses de la petite Scheidegg au pied de la falaise. Ils sont nombreux aussi à y trouver la mort, comme le souligne l'alpiniste genevois René Dieter. L'Eiger se trouve dans les Alpes bernoises. Vous savez que c'est un des grands sommets de la trilogie Jungfrau, Mönch et Jähr, au-dessus de la petite Scheidegg. C'est une paroi de rochers et de glace très verticale et qui est en général en très mauvaises conditions. Donc qui est connue pour être périlleuse. Elle est périlleuse et d'autant plus que le temps est souvent mauvais dans cette région. Les conditions sont toujours très mauvaises, glacées, verglas, mauvais temps, etc. Je crois du reste qu'en raison de son danger bien particulier, cette paroi est interdite. C'est-à-dire après les nombreuses catastrophes qui ont précédé la première ascension en 1938, le gouvernement bernois avait interdit cette ascension, mais malgré ceci, Wörgh, Eckmayer, Harrer et Kasparek ont réussi la première ascension en 1938 après 3 ou 4 jours passés dans la paroi. La face nord de l'Eiger, 1800 mètres de roches friables et de glace, une météo souvent capricieuse, des pierres qui dévalent les pentes à chaque instant, des avalanches fréquentes, des cascades d'eau glacée. Les locaux la surnomment Die Mordwand, la face mort ou paroi homicide. Après la première ascension par ces 2 Allemands et ces 2 Autrichiens en juillet 1938, les expéditions reprennent après-guerre et plusieurs alpinistes français, suisses et autrichiens se hissent jusqu'au sommet de la terrible falaise. Comme leurs prédécesseurs, ils souffrent, doutent, luttent, mais continuent malgré tout leur ascension en empruntant les passages de la voie principale au nom évocateur,
Il dépasse le pilier pourri, progresse à travers la fissure difficile, se recueille au bivouac de la mort, atteigne la traversée des dieux, puis l'araignée blanche, et enfin s'échappe par les fissures de sortie. À l'été 1957, le jeune Claudio Corti n'a qu'une idée en tête, être le premier Italien à réussir l'ascension de la face nord de l'Eiger. Depuis plus d'une année, il rêve de la paroi rocheuse, détaillant ses champs de glace, ses fissures, ses chutes d'eau et ses éperons lisses sur une carte postale reçue d'un guide suisse à Chamonix. À 29 ans, Claudio Corti a déjà une solide expérience de l'alpinisme. Membre de la section de l'Eco du club alpin italien, il est fort, vigoureux et doué pour l'escalade. Il grimpe d'instinct, mais il est également téméraire et a bien failli y rester à plusieurs reprises. Certains de ses compagnons de cordée ont eu moins de chance que lui. On dit qu'il porte malheur, si bien qu'il peine à trouver un coéquipier pour son projet d'ascension dans l'Eiger. Il parvient finalement à convaincre son compatriote Stefano Longhi, membre comme lui du club alpin de l'Eco. Ce solide gaillard de 44 ans, marié et père de 2 enfants, est un grimpeur moyen. Il a certes réussi plusieurs ascensions, mais rien de particulièrement marquant et il a peu d'expérience sur la glace. Ce n'est peut-être pas le compagnon idéal pour l'Eiger, mais faute de mieux, Corti estime qu'il fera un bon second. Après plusieurs semaines d'entraînement dans les Alpes italiennes, Corti et Longhi se mettent en route pour l'Oberland bernois. Sur place, ils font quelques repérages, préparent leur matériel et des provisions, puis se lancent le samedi 3 août à l'assaut de la fameuse face nord. Corti et Longhi progressent lentement. Peu préparés, ne disposant pas de carte, ils hésitent sur l'itinéraire à suivre et finissent par rebrousser chemin. Le 5 août au matin, ils sont rejoints par 2 alpinistes allemands, Franz Mayer et Günther Notdurft, partis dans la nuit. Les Allemands sont déjà à tout juste 22 ans, des alpinistes aguerris. Notdurft passe pour l'une des références allemandes de la haute montagne. En ce début d'août 1957, les 2 hommes avaient prévu de se rendre à Chamonix. Mais en passant par Lucerne, ils apprennent que les conditions sont bonnes à Grindelwald. C'est trop tentant. Ils changent leur plan et foncent vers l'Oberland bernois. Après leur rencontre avec les Italiens, les 2 équipes décident d'unir leurs forces. Notdurft n'est pas au meilleur de sa forme, il souffre de crampes intestinales. Alors c'est Corti qui prend la tête de l'expédition. Depuis la petite Scheidegg, les 4 hommes sont alors repérés au télescope. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Quelle aubaine pour les touristes! Cela fait plus d'1 année qu'on n'a pas vu d'hommes s'attaquer à la falaise. Depuis la tentative malheureuse de 2 Allemands qui y ont trouvé la mort l'été précédent. Une foule grandissante de curieux afflue vers Grindelwald. Voici ce qu'un commentateur de l'époque disait de ces visiteurs un peu particuliers. Les jours précédents, ces centaines de curieux assemblés sur les terrasses ensoleillées de la petite Scheidegg, ces spectateurs anxieux de savoir si le dompteur allait être dévoré, ne se préoccupèrent guère de ces raisons profondes poussant un être humain à se surpasser. Le spectacle est offert gracieusement, le soleil y compris. Il n'est que de se laisser bronzer sur une chaise longue et d'exhiber les dernières créations de la mode pour le farniente à 2000 mètres. D'aucuns, par contre, tiennent à vivre l'action, et du même coup, celle des loueurs de lunettes d'approche monte en flèche. Il y a les passionnés, il y a ceux qui ne comprennent pas que l'on risque sa vie pour rien, et ceux qui ressentent au fond d'eux-mêmes un sentiment indéfinissable de frustration et qui sentent leurs muscles se durcir au contact d'une paroi imaginaire. Mais tous, parfois connaisseurs ou simplement avides de sensations inédites, vivent l'avance quotidienne de ces modernes gladiateurs offerts en pâture à leur regard. Vite le cliché qui permettra de dire « j'y étais », ou presque.
Bientôt, des journalistes se joignent aux touristes. Les hôtels sont complets. On fait la queue pour apercevoir les 4 hommes grâce au télescope payant. Mais les spécialistes constatent que leur progression est anormalement lente. Ils avancent à pas de tortue alors que les nuages s'amoncellent autour du sommet. À ce rythme, ils n'y parviendront jamais. Pourquoi ne rebroussent-ils pas chemin ? Au matin du 7 août, après avoir passé la nuit au lieu dit le bivouac de la mort, les 4 hommes poursuivent cependant leur ascension. Leur cadence semble meilleure, de même que les conditions météo. Aussi, on recommence à croire à une issue heureuse. Le jeudi 8 août, après un bivouac particulièrement éprouvant, serrés à 4 sur un escarpement, ne pouvant s'abriter totalement de l'eau glacée des cascades et de la pluie, les 4 hommes reprennent leur marche, péniblement, lentement. Voulant éviter les avalanches, ils dévient de l'itinéraire habituel et doivent déployer des efforts considérables pour rejoindre la voie. Le temps se gâte à nouveau. Des rafales de vent soulèvent la neige qui leur fouette le visage. Notdurft souffre toujours de maux de ventre et Longhi a des engelures aux mains. Épuisés, les 4 hommes décident de s'arrêter en milieu d'après-midi à 500 mètres environ du sommet. Après 6 jours d'ascension, ils n'ont pas encore franchi le passage délicat de l'Araignée Blanche, un glacier suspendu dans un étroit couloir incroyablement dangereux, mais incontournable. Au pied de la muraille, l'inquiétude grandit. Le constat parmi les connaisseurs est sans équivoque. Il faut venir en aide aux 4 alpinistes, sinon, ils mourront. On se tourne d'abord vers les guides de Grindelwald qui refusent d'intervenir. L'entreprise leur semble trop risquée et ils n'ont pas comme politique de porter secours aux intrépides qui se lancent dans l'ascension de la face nord, s'exposant à leurs yeux à des risques déraisonnables. Ils ont été prévenus, c'est à eux maintenant de supporter les conséquences de leur témérité. Le 8 août, le pilote des glaciers valaisans, Hermann Geiger, est appelé sur place pour effectuer un vol de reconnaissance. Il survole la zone et ne peut que constater qu'il est impossible de s'y poser, ni avec un avion, ni avec un hélicoptère. Il faudra monter une opération terrestre. L'alpiniste bernois Robert Seiler, qui a lui-même vaincu l'Eiger en 3 jours, quelques années auparavant, décide d'organiser une opération de sauvetage. Il réunit une vingtaine d'hommes de la région et s'assure de disposer de matériel dernier cri grâce à la collaboration de la section Blümlis-Alpes du club alpin suisse de Thun. À Grindelwald, une équipe d'alpinistes polonais qui prépare l'ascension de l'Himalaya se met à disposition de Seiler. L'un d'eux est médecin, il pourra s'avérer fort utile. Le célèbre alpiniste français Lionel Terray et ses compagnons venus s'entraîner sur place se joignent également aux sauveteurs. Dans les environs de Munich, le chef de la garde allemande de montagne, Ludwig Graminger, une légende du sauvetage, entend la nouvelle à la radio. Sans hésiter, il réunit ses amis, embarque du matériel dans son bus et fonce en direction des Alpes bernoises. Au total, une 50aine de volontaires de 6 pays se pressent au secours des 4 grimpeurs en péril. Le vendredi 9 août, à l'aube, les alpinistes reprennent leur ascension en direction du passage étroit de l'Araignée Blanche. Soudain, Longhi dévisse et se retrouve suspendu au-dessus d'un vide de 500 mètres. Malgré leurs efforts, ses compagnons ne parviennent pas à le remonter et le déposent sur un replat, un bout de roche d'à peine 1 mètre sur 1,50 m, puis poursuivent leur route pour aller chercher de l'aide. Dans l'après-midi, le temps se couvre et un épais brouillard enveloppe la montagne. Les 3 alpinistes sont aperçus pour la dernière fois au-dessus du glacier de l'Araignée, à quelques 300 mètres du sommet. Dans la presse, on peut lire les premiers articles relatant les événements. 4 alpinistes dans une situation dramatique, titre la Tribune de Lausanne, dans l'édition du vendredi 9 août. Les radios relaient la nouvelle. Un reporter de Radio Genève est dépêché sur place pour suivre les événements. Il demande à l'alpiniste genevois René Dieter de faire un point sur la situation.
Avez-vous des informations toutes récentes sur la catastrophe qui nous occupe aujourd'hui? Je viens d'avoir un téléphone de M. Mossu qui m'a dit que les conditions étaient très mauvaises depuis hier. Le vent soufflait à 75 km/h et on croit qu'un des alpinistes italiens serait pendu à une corde et aurait fait une chute, mais qu'il serait vivant encore en ce moment. Mais enfin, il semble que les conditions n'étaient pas très favorables vu la longueur de l'ascension des 4 alpinistes engagés dans la paroi qui sont peut-être d'excellents alpinistes. Et que pensez-vous des secours qui pourraient éventuellement leur être donnés? Je dois dire que c'est une question auquel il est assez difficile de répondre, mais je crois qu'il sera difficile de porter secours à ces alpinistes vu qu'ils sont déjà engagés très haut. Avant la guerre, on leur portait secours depuis la lucarne qui sort du chemin de fer Jungfraujoch. Mais engagés si haut, je me demande s'il ne faudra pas attendre du meilleur temps pour pouvoir les secourir. Mais les équipes de sauvetage ne se laissent pas décourager par ces difficultés. Le pilote Hermann Geiger explique leur plan au micro du reporter de Radio Genève. Allô Interlaken ? Oui. Vous avez une journée très éprouvante, je crois. Vous n'avez pas cessé de voler sur la paroi de l'Eiger. Nous avons observé depuis l'Alpscheideck avec une longue vue les alpinistes. Il y a eu ce matin un accident. Un de ces alpinistes est tombé une dizaine de mètres et il est assuré, il est resté pendu aux cordes. Il est donc isolé de ses 2 autres camarades. Oui, de ses 3 autres camarades. De toute l'équipe, ils sont à 4. C'est cela. Alors ils sont montés, les 3 autres, en laissant leurs camarades là, dans la situation telle qu'il est tombé. Oui, c'est évidemment une situation effrayante. Reste à savoir quels secours maintenant vont pouvoir être apportés à ces alpinistes. Eh bien, nous avons tout organisé depuis ici, à Interlaken, pour monter avec le chemin de fer jusqu'au Jungfraujoch, où on fera cette nuit un plan pour progresser vers le sommet du Eigre et descendre ensuite avec des câbles dans la paroi nord. Et quelle est la situation atmosphérique en ce moment ? La situation atmosphérique en ce moment ne permet aucune opération aérienne et aucune opération terrestre. C'est dire Il y a un vent qui souffle très fort, c'est un vent en tempête, par moment de sud, par moment fun, et le brouillard il est si épais qu'on y va à quelques mètres. Mais alors comment se sont déroulés vos vols cet après-midi dans des conditions très pénibles, je pense ? Ça s'est déroulé dans des turbulences extraordinaires. On a pu par moment approcher la paroi jusqu'à 50 mètres, mais plus près, ce n'était pas possible de voler. Et quelles sont les prévisions pour demain ? Est-ce que vous allez pouvoir reprendre l'air demain ? Eh bien, je pense que oui. On nous donne une légère amélioration pour demain. Il faut profiter de travailler dans les moments où le temps se calme, où la visibilité permet d'approcher la montagne. Alors Geiger, il reste une dernière question à poser qui est évidemment très importante. En mettant les choses au mieux, en admettant que les secours puissent se dérouler normalement dans des conditions pas trop désastreuses, quand pensez-vous pouvoir, quand l'équipe de secours pourra-t-elle rejoindre les alpinistes en péril ? Eh bien, au plus tôt, demain dans la journée, je pense, jusqu'à midi, il faut compter pour que le secours soit vers les alpinistes, à condition que les 3 hommes qui montent n'ont pas un nouvel accident. Une condition qui n'est malheureusement pas remplie. En effet, caché par les nuages, Claudio Corti est à son tour victime d'un accident. Il est violemment frappé à la tête par une pierre et chute de plusieurs mètres. Blessé, il ne peut plus poursuivre l'ascension. Dans la soirée, les premières équipes de sauvetage se rendent en train au Jungfraujoch. De là, il faut 5 à 6 heures de marche pour atteindre l'Eiger. Une première colonne, placée sous la conduite de Robert Zeiler, part dans la nuit du 10 août avec des câbles d'acier dans le but d'assurer le chemin aux 2 autres colonnes qui transportent le matériel de sauvetage, les vivres, les tentes et l'équipement médical. Pendant la nuit, une vague de froid s'est abattue sur le massif montagneux. Une épaisse couche de neige recouvre l'arête du Mönch, passage délicat mais obligatoire pour rejoindre le sommet de l'Eiger. Dans l'équipe de Zeiler, il y a bien sûr des alpinistes et des secouristes aguerris, mais il y a aussi des techniciens radio qui n'ont qu'une expérience limitée de la haute montagne. La plupart des hommes doivent rebrousser chemin et redescendre en train avec le matériel jusqu'à la station de l'Eiger Gletscher, d'où ils entreprendront l'ascension par le flanc ouest.
un fâcheux contretemps, d'autres équipes ont choisi de partir directement de l'Eiger Gletscher. Dès 9h du matin, plusieurs sauveteurs atteignent le sommet de l'Eiger par la voie normale, dont le Français Lionel Terray et le guide allemand Graminger. Dans le ciel, des avions effectuent des vols de reconnaissance et passent à plusieurs reprises au-dessus des alpinistes bloqués sur la paroi nord. On constate qu'ils sont encore en vie, mais pour combien de temps ? Ce n'est qu'en milieu d'après-midi, une fois le matériel de sauvetage acheminé et mis en place, qu'un premier secouriste peut se laisser descendre le long de la paroi grâce à un treuil. L'honneur est accordé à Robert Zeiler, qui n'aperçoit qu'un sac à dos rouge, mais nulle trace des alpinistes en détresse. On déplace le treuil une soixantaine de mètres plus à l'est, et dans la soirée, c'est Eric Friedli du club alpin de Thun qui descend au bout du câble d'acier à 140 mètres du sommet. Il est encore trop haut pour atteindre les alpinistes, mais il parvient à entendre leur voix. Les hommes en fâcheuse posture ne répondent que faiblement, épuisés par leur semaine de calvaire sur la roche. Malheureusement, Friedli constate qu'il est trop à l'ouest. Il faut à nouveau déplacer le treuil. Il est plus de 20 heures lorsqu'il atteint le sommet. Un vent glacial se met à souffler, les températures chutent. On décide de reporter les opérations au lendemain. Cette nuit-là, une cinquantaine d'hommes bivouaquent sur l'Eiger. C'est le Munichois Alfred Helpart qui descend le lendemain matin en direction du bivouac. Il s'attend à y trouver 3 hommes, mais seul Corty est présent, à moitié mort de froid et de soif. Il le hisse sur son dos, le fixe dans un harnais et entreprend de le remonter accroché au câble d'acier. La manœuvre prend quelques heures. Arrivé au sommet, Corty est en état de choc. Il a une entaille à la tête, des contusions aux bras et aux mains. Il est amaigri, déshydraté. Le médecin polonais lui administre un stimulant qui semble faire effet, mais Corty tient des propos confus, principalement dans son dialecte de l'Écho. Il semble exprimer sa volonté de retenter l'ascension. On l'interroge sur le sort de Notdurft et Mayer. L'hôtelier von Allmen, qui suit de très près les opérations de la petite Scheidegg, rapporte les propos de Corty au reporter de Radio Genève. Il disait qu'il ne pouvait plus grimper vendredi soir. Et les Allemands lui ont donné sa tente et leur tente, et puis ont continué. Et comme on n'a plus vu ce qui se passait, la paroi était couverte, on craint maintenant qu'ils sont tombés vendredi soir lors de l'orage. Oui, on pense qu'ils ont dévissé. Oui, probablement. Nous, personnellement, ici à Scheidegg, nous avons pensé que tous les 3 étaient ensemble sous la tente rouge. Oui. Mais c'était une erreur. C'est au tour de Lionel Terray de descendre à nouveau dans la paroi à la recherche des Allemands et de Langui. Muni d'une radio portative, il se met en route. Lionel de Gustave, Lionel de Gustave, répondez. J'entends très bien. Comme orientation, Gustave, c'est la station sur la Scheidegg qui vous observe au télescope. Si jamais la compréhension est mauvaise avec le sommet, vous pouvez me servir comme relais. Lionel, je vous écoute pendant toute la descente. Répondez. Pour le moment, je suis dans les traces de mon prédécesseur. Tout se déroule pour le mieux. Merci beaucoup. J'ai fini. Je vous ai bien entendu. Terminé. Lionel de Marc, répondez. Ici Lionel, je vous parle, répondez-moi. Lionel, pourquoi ne me fait-on pas descendre? Pourquoi ne me répondez pas? Vous constatez que Lionel Terray a lancé des appels répétés au sommet. Il n'arrive plus à obtenir la communication avec Terray, Marc. Répondez. Est-ce que vous voulez chercher tout d'abord les blessés ou les 2 Allemands? Répondez. Terray, répondez. Il semble bien que maintenant, au sommet, on ne réponde plus ni aux appels de Lionel, ni aux appels de la petite Scheidegg. Je suis dans un couloir, et si on me donne pas de câble pour descendre, je peux rien faire.
J'attends. Je suis complètement impuissant de faire quelque chose. Il n'est pas envisageable de remonter un blessé sans communication directe avec les hommes qui manipulent le treuil au sommet. Terray est donc remonté et doit attendre l'arrivée d'une nouvelle radio en observant avec inquiétude les nuages noirs se rapprocher. Monsieur von Allmen, il est maintenant 4h30, il pleut à la station de la Petite Scheidegg. Quelles sont les décisions? On vient d'apprendre par la radio du sommet qu'ils vont arrêter l'action pour ce soir. Ils vont continuer demain matin si les conditions du temps le permettent. Il neige au sommet. Il paraît qu'ils ont une tempête neige formidable en haut. Alors, est-ce qu'on va pouvoir descendre Corti? Corti est déjà en route pour être redescendu à Eggetsch. Il reste 3 alpinistes, pour autant que les 2 Allemands ne soient pas tombés sur la paroi, qui vont y repasser la nuit donc. Oui, ils seront certainement obligés de passer une autre nuit. Et nous espérons tous qu'il sera possible de les chercher demain. Je vous remercie, monsieur von Allmen. À contre-cœur, les équipes sont forcées d'abandonner leur matériel et de descendre se mettre à l'abri dans un bivouac en contrebas. Longhi, déjà affaibli par 9 jours de lutte avec la montagne, pourra-t-il résister une nuit de plus? Dans la descente, 2 Italiens, Riccardo Cassine et Carlo Mauri, rampent jusqu'à l'arête pour tenter de communiquer avec leurs malheureux compatriotes. Ils essaient de l'encourager et de le rassurer. « Veniamo domani, on revient demain !»« Fame, freddo, j'ai faim, j'ai froid », leur répond faiblement Longhi. Le lendemain, les vols de reconnaissance reprennent et le constat est sans appel. Longhi a changé de position et se trouve maintenant suspendu dans le vide par ses propres cordes, quelques mètres en dessous de la Vire, une zone de pente faible sur laquelle il s'était réfugié. Il ne donne plus aucun signe de vie. La face nord a fait une nouvelle victime et semble vouloir la garder accrochée à elle comme un trophée. Le corps de Longhi, momifié par le gel, restera suspendu à la paroi pendant 2 ans. Observable depuis les télescopes de la Petite Scheidegg, la dépouille devient une curiosité touristique macabre et un symbole de la mauvaise conscience des guides. Ce n'est qu'en juillet 1959 qu'une équipe de guides locaux, payée par une agence de presse hollandaise en mal d'exclusivité, parvient enfin à récupérer le corps. Mais revenons à ce lundi 12 août 1957. Corti est sauvé et transporté en train à l'hôpital d'Interlaken. Quant aux 2 Allemands, on n'en a toujours pas la moindre trace. Une colonne de 7 guides est partie vérifier s'ils n'avaient pas trouvé refuge dans la cabane de Mittellegi. Ils n'y sont pas. Les avions de la garde aérienne suisse de sauvetage survolent la zone plusieurs jours durant, en vain. Tout espoir de les retrouver vivants est abandonné. La plus grande opération de sauvetage jamais organisée dans les Alpes aura tout de même réussi à sortir un homme vivant de la face nord de l'Eiger. C'est une première, un exploit largement salué dans la presse nationale et internationale. Mais bien vite, le temps de l'héroïsme et de la solidarité cède la place aux polémiques et aux critiques. En Suisse, un conseiller national oberlandais, Christian Ruby, qui est aussi président de la Société des guides, émet de vives critiques sur la lenteur et l'amateurisme de l'équipe de sauvetage. Dans la presse internationale, on rétorque en dénonçant l'attitude des guides locaux qui ont refusé de porter secours aux malheureux. Mais c'est surtout autour du rescapé Claudio Corti que va se concentrer l'attention des médias et du public. À peine installé dans sa chambre à l'hôpital d'Interlaken, Corti reçoit la visite de 2 compatriotes présents au sommet lors de son sauvetage, Riccardo Cassine et Carlo Mauri. Corti demande à ses compatriotes s'ils pensent qu'on va lui accorder le titre de premier Italien ayant vaincu l'Eiger. « Aucune chance », rétorque Cassine.
Les deux hommes l'affligent de reproches. Ils l'accusent d'imprudence, de lâcheté, d'avoir entraîné Longhi dans cette périlleuse aventure mal préparée et de l'avoir laissé tomber. Terminer l'ascension harnachée au dos d'un Allemand après avoir abandonné son compagnon, c'est jeter l'opprobre sur tout l'alpinisme italien. Cassine, qui préside le club alpin italien, tentera par la suite d'en faire exclure Corti. Sa proposition est rejetée et Cassine, vexé, donne sa démission. Dans sa chambre d'hôpital, Corti est assailli par les sollicitations des journalistes. Parmi eux se trouve l'Italien Guido Tonella qui, fort de ses compétences linguistiques, s'attribue le rôle d'interprète et joue l'intermédiaire entre Corti et les nombreux correspondants de la presse internationale. Il harcèle Corti de questions, notamment sur le sort de Notdurft et Mayer. Encore affaibli par son long calvaire sur la paroi et peu habitué à parler à la presse, Corti livre des réponses confuses. Il se trompe dans les dates, les lieux. Il donne des versions contradictoires des événements. Les comptes rendus de Tonella alimentent les rumeurs. Corti en saurait plus qu'il ne le dit sur la disparition des deux Allemands. Cédant à la tentation du sensationnalisme, Tonella affirme avoir vu des photos aériennes prouvant que Notdurft et Mayer se trouvaient au bivouac avec Corti jusqu'au dernier moment avant le sauvetage, ce qui soutient la thèse d'une implication directe de Corti dans la fin tragique des deux hommes. La presse de boulevard se jette sur l'affaire et accuse Corti d'avoir coupé la corde des deux Allemands, les faisant chuter mortellement dans le vide pour s'emparer de leur tente et augmenter ses propres chances de survie. Des voix s'élèvent pour prendre la défense de l'Italien, et parmi elles, celle des hommes qui ont participé à son sauvetage. Terray, Graminger, Helpart, Zeiler, tous rejettent publiquement les accusations portées contre Corti. Lionel Terray écrit dans le journal du club alpin français « Le sauvetage de l'Eiger est un merveilleux exemple de ce que le courage, l'enthousiasme et la volonté peuvent faire. Ce fut également un grand succès pour la technique et une réussite sur le plan humain. Le reste n'est que commérage malveillant. » Mais à l'automne 1958, à l'occasion des 20 ans de la première ascension de la face nord, l'alpiniste allemand Heinrich Harrer fait paraître son livre « L'araignée blanche ». Voici ce qu'il en dit à Radio Genève. L'araignée, c'est l'endroit dans la paroi qui est le plus difficile. Et tous les ascenseurs, il y a 13 maintenant, ont eu beaucoup de difficultés dans l'araignée. Et c'est parce que j'ai donné le nom « L'araignée blanche » pour ce livre. Je vois. Donc vous avez écrit votre livre en pleine connaissance de cause, Monsieur Harrer. Et qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans votre livre? J'espère qu'il est un livre sur notre génération et sur les raisons pourquoi nous allons dans les montagnes aussi, et le sens de l'aventure et de se prouver devant soi-même. Et naturellement, j'ai voulu mettre en lumière les difficultés qu'il faut surmonter pour atteindre le but qu'un alpiniste se fixe. Je voudrais aussi souligner le fait qu'un vrai alpiniste ne se pose aucun problème quand il décide une ascension difficile. C'est comme un savant qui veut résoudre un problème ou un philosophe qui veut éclairer les raisons de la vie. Selon Harrer, l'ascension de la face nord demande donc une préparation rigoureuse, tout le contraire de celle de Corti. Dans son livre, Harrer, par ailleurs ami du journaliste Guido Tonella, revient sur les événements de 1957 et reprend les versions sensationnalistes livrées par la presse. Le livre de Harrer porte un coup fatal à la réputation de Corti, qui devient un paria dans le monde de la haute montagne. 4 ans après le drame, le 22 septembre 1961, les corps de Günther Notdurft et Franz Mayer sont découverts par hasard sur la face ouest de l'Eiger, en contrebas de la voie normale. Ils avaient manifestement atteint le sommet le 9 août 1957 et avaient péri, pris par une avalanche, dans la descente.
Corty n'est pas un criminel, titre le Blick du lundi 25 septembre 1961. Ce qui n'empêchera pas Harrer de maintenir inchangée sa version des événements dans les éditions ultérieures de son livre à succès. Innocenté mais pas entièrement réhabilité, Corty continuera à souffrir des tragiques événements de 1957 et des terribles accusations qui ont pesé sur lui. Son biographe, Georgios Preafico, le surnomme d'ailleurs le prisonnier de l'Eiger. Corty a poursuivi la pratique de l'alpinisme, mais il n'a jamais retenté l'ascension de la fameuse face nord. Il meurt du diabète le 3 février 2010, à l'âge de 81 ans. Le drame de 1957 reste l'un des plus marquants et des plus médiatisés qu'ont connus les Alpes. Le courage, la volonté, l'altruisme et l'ingéniosité y ont côtoyé des sentiments moins nobles. Un drame qui aura néanmoins permis de faire progresser les techniques de sauvetage en montagne, et les guides oberlandais, vertement critiqués pour leur inaction, ont su se racheter par la suite en portant secours à de nombreux alpinistes en détresse. Quant à l'Eiger, il a conservé son pouvoir d'attraction et de fascination. De nouveaux exploits et de nouveaux drames sont venus s'ajouter à sa légende. Le drame de l'Eiger, un épisode de 1001 archives, une proposition des archives de la radio-télévision suisse, préparée et réalisée par Aurélie Roulet et Mathieu Ramsauer, avec la voix de Sophie Richard.